tous les maires de France et de Navarre veulent avoir leur centre commercial. Il y a le mythe du maire bâtisseur qui laisse son empreinte sur le territoire. Quand un élu local passe un secteur agricole en secteur urbanisable, c'est pour loger les gens ou pour les faire travailler. Ce n'est pas uniquement pour se faire plaisir et pour retirer de la terre au secteur agricole. Ce sont des projets antiques, des projets de l'ancien temps où on pensait qu'en faisant du béton, on allait résoudre les problèmes des gens. On n'en est plus là. Petit à petit, les terres agricoles se font grignoter. Bâtiments, routes, parkings, voies ferrées ou gazons recouvrent aujourd'hui 9,4% du territoire métropolitain. L'artificialisation des sols progresse au rythme de 76 000 hectares par an, soit un département tous les 7 à 10 ans. Les écologistes ne sont plus les seuls à se préoccuper de ce phénomène. Diminution des surfaces de terres fertiles, imperméabilisation des sols, perte de la biodiversité, détérioration des paysages, tous ces effets visibles ont entraîné une prise de conscience, notamment chez les jeunes agriculteurs. Le mois dernier, Nicolas Hulot a lancé un appel aux élus locaux. Le ministre de la Transition écologique et solidaire réfléchit à une redevance pour lutter contre l'artificialisation des sols qu'il qualifie de fléau. Nous n'arriverons pas à atteindre les objectifs climatiques de la France sans utiliser les capacités naturelles des sols et notamment des terres agricoles, souligne Nicolas Hulot, appelant à une exigence et à une responsabilité collective. Les maires le constatent, la multiplication des zones commerciales en périphérie des communes a parfois contribué à la désertification des centres-villes, mais les élus se sentent soumis à des injonctions contradictoires, car s'ils développent des projets, c'est bien pour leur commune, pour les rendre attractifs, pour créer de l'emploi et pour répondre aux besoins de logement. Des terres ou des hyper, quand la ville gagne sur la campagne, c'est un magazine signé Anne-Laure Chouin. Nous accueillons deux invités dans le studio de France Culture. Martine Donnette, bonjour. Vous présidez l'association En toute franchise qui lutte contre des projets d'implantation de centres commerciaux. Vous êtes une ancienne commerçante à la retraite et je signale également que vous avez publié un livre tiré de votre expérience personnelle, Seul face aux géants, paru chez Max Milo en 2015. Philippe Schmitt, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de l'Assemblée des communautés de France. Vous représentez les intercommunalités auprès des pouvoirs publics et vous êtes, vous, plus particulièrement en charge de l'urbanisme. Je vous inviterai tous les deux à réagir au reportage d'Anne-Laure Chouin. Anne-Laure, il y a bien une prise de conscience de l'impact de l'artificialisation des terres, mais c'est un problème complexe. Oui, effectivement, tellement complexe que même les politiques interpellés sur le sujet n'ont pas l'air de vraiment savoir comment agir. Vous l'avez dit, il y a ce serpent de mer, cette taxe béton dont on ne sait pas vraiment aujourd'hui si elle verra finalement le jour. Un moratoire sur les projets de centres commerciaux était à l'étude avant que Bercy ne décide de prendre le temps d'y réfléchir. Et puis, comment lutter contre l'étalement urbain sans trop attaquer la liberté d'entreprendre? Le gouvernement n'a visiblement pas encore trouvé la solution. J'ai donc décidé d'aller voir concrètement la forme que pouvait prendre cette artificialisation des sols et les raisons pour lesquelles de plus en plus de citoyens s'y opposent. On part donc maintenant en Provence, au pied de la montagne 5 Victoires. Le maire de Peigné, 4000 habitants, souhaite implanter une zone d'activité et de logement sur 15 hectares de terre. Une zone située à plusieurs kilomètres du centre du village. Deux opposants au projet, Max Pennacchiotti d'Action Terre Citoyenne et Michel Apostolo de la Confédération Paysanne, nous emmènent sur le site. On sort du noyau villageois, on va sortir du noyau villageois. Voilà, donc là on est dans Peigné. Donc là, sur la gauche, vous avez la Garenne. C'est une zone naturelle qui fait plusieurs hectares et qui est réservée à la balade. Bon, ça a été protégé, c'est très bien. Ici, vous allez voir surtout de l'olivier et des vignes et des terres en friche. On commence à arriver sur la zone. Voilà. Alors on va passer par là, voilà. Chemin de la Treille, c'est tout à fait concerné ici. Voilà. Donc on voit un peu de l'habitat. Et puis après, vous allez voir des terrains. À partir de ces piquets là, vous avez déjà toute cette zone qui est concernée par le futur projet. Alors ce sont des terres qui appartiennent à la mairie et qui ont été laissées volontairement en friche. Parce que là aujourd'hui, un des arguments, c'est de dire que ce sont des terres en friche qui ne sont plus exploitées. Et oui, elles ne sont plus exploitées parce qu'on voilà, on va s'arrêter là. Alors là, vous voyez déjà, on est quand même loin du cœur du village. Alors là, il y a un grand rond-point qui est prévu. Donc voilà. Hop. Là, vous êtes face à la montagne Sainte-Victoire. Donc, qu'est-ce qui est prévu sur cette zone ? Il y a donc un EHPAD, une maison de retraite, une crèche de 40 lits, une cuisine centrale, c'est-à-dire, vous savez, des cuisines qui fabriquent la nourriture sur place et puis après qui partent dans différents secteurs pour les livrer, et des logements.
pour des jeunes foyers, en location. Donc là, vous êtes totalement sur une zone agricole qui fait partie de ces 15 hectares. Donc, alors, la mairie a acheté ces terrains. En gros, à l'époque, les terres agricoles ici de ce style étaient peut-être estimées entre 1 euro, 1,50 €, voire 3 € au mètre carré. La mairie les a achetées autour de 11,40 € le mètre carré. Et aujourd'hui, le premier prix qui va être vendu à un promoteur pour y mettre la maison, enfin l'EHPAD, est à 83 € le mètre carré. Donc déjà, vous voyez qu'on est à pratiquement 8 fois plus. Et on peut aller ici au mètre carré entre 100 et 200 € le mètre carré en fonction de ce qui va se construire. Voilà. Dès que la mairie a acheté les terres, en 2009, le premier projet de la mairie, de l'actuelle municipalité, c'était d'implanter un village des marques. Et le tribunal administratif, donc les gens sont allés au tribunal administratif à l'époque, et donc a cassé le PLU par 3 fois, cassé le PLU de Plénier. Et là, après un temps de latence, là, juste avant les élections de 2014 où il ne se passait plus rien, dès que les élections de 2014 sont passées, il y a ce projet qui est revenu avec un projet plus axé visiblement sur le social et une zone d'activité. Le projet qui est porté par la mairie est sûrement un beau projet, mais d'abord c'est un projet qui n'a eu aucune concertation avec les riverains, avec les personnes concernées. C'est un projet qui est éloigné du village, donc porter un projet social, c'est pour créer du lien social, donc c'est pas entre une petite route qui mène à un hameau, une zone d'activité industrielle que vous allez voir qui est importante, une route CD6 où il y a beaucoup de passages. Ça va porter aucun lien social, premièrement. Et deuxièmement, alors qu'il y a une demande forte, notamment pour tout ce qui est circuit court, et que de jeunes agriculteurs ou moins jeunes voudraient s'installer parce qu'il y a le problème du foncier agricole, ne le peuvent pas. L'argument de la mairie, c'est aussi créer de l'emploi. Mais bon, je pense aussi que l'agriculture crée de l'emploi aussi, et créer de l'emploi, oui, mais en même temps, tout à l'heure je vais vous montrer, dans la zone qui est juste à côté, il y a ce qu'on appelle des dents creuses, c'est-à-dire que c'est une zone qui était à l'époque, il y a une vingtaine d'années, qui avait énormément de succès. Aujourd'hui, il y a des tas de mètres carrés de libre, et où par exemple la cuisine centrale pourrait très bien s'implanter, ou bien d'autres activités, et non pas venir à nouveau prendre des terres agricoles, alors qu'à 300 mètres, il y a des espaces de libre. Voilà, vous allez voir, là, vous allez voir totalement Donc là, le choc. Il y a 2 zones d'activité. Donc on est dans une zone, oui, vous le disiez, entre Aix-en-Provence et Marseille, et une zone où il y a beaucoup d'activités quand même économiques et de population. C'est ce qu'on appelle la France moche, là. La France des périphéries. Voilà, vous avez des panneaux qui nous disent qu'on a encore des mètres carrés disponibles, malgré tout, regardez, vous voyez, terrain de 45 500 mètres carrés. Alors, il y a un petit hôtel qui se perd là, au milieu, et puis là, vous allez avoir un peu le choc visuel aussi, même s'il y a eu, l'architecte a essayé de travailler avec les couleurs de la Sainte-Victoire, vous allez avoir la plus grande plateforme de France de Lidl. Donc vous voyez, là, avec l'agrandissement de la route, alors que c'était un tout petit chemin, il y avait visiblement aussi une ferme par là, parce que, vous voyez, la vieille ferme qui était là, il y a encore quelqu'un qui habite. Puis après, vous voyez plein de friches à louer, à vendre. Voilà. C'est à louer ou à vendre. Voilà, alors là, on est sur une zone commerciale où il n'y a pas beaucoup de vie, à part des voitures qui passent, et pour cause, il y a des immenses bâtiments qui sont laissés tout seuls parce que les industriels ou les commerçants sont allés s'installer ailleurs. Donc, il n'y a plus rien dans ces bâtiments, et pourtant ils sont là, au pied de la montagne Sainte-Victoire. L'idée, ça serait de d'abord utiliser ce qui est libre ici, puisque c'est une zone qui a été construite comme ça, et ne pas aller prendre ailleurs, notamment sur ce qui est cuisine centrale, zone d'activité pour entreprises, etc. Et je peux vous dire que la zone là où nous nous trouvons, là, ça fait maintenant presque 1 an et demi, 2 ans que ça a été libéré. Il y a d'autres locaux qui sont libres depuis 3-4 ans, et qui sont toujours vides. Le maire de Peigney, vigneron à la retraite et porteur du projet, n'a pas trouvé le temps, dit-il, de répondre à nos questions, échaudé peut-être par d'autres journalistes venus l'interroger récemment sur des histoires de corruption d'élus.
Michel Apostolo, lui, est paysan varois à la retraite. Il s'occupe des problématiques du foncier au sein de la Confédération paysanne. Il y a un marché des terres agricoles qui reste agricole, mais les maires qui se disent tous quand même protéger les terres agricoles, en fait, ont tous envie aussi d'avoir leur petite zone, d'avoir leur petit supermarché et dans des petites communes. Donc il y a une multiplication comme ça des zones d'activité, des zones industrielles, du fait que les maires ont envie de réaliser leurs projets pendant leur mandat et qu'en même temps, avec le prétexte, évidemment, ça va créer des emplois. Or, on voit bien dans toute la zone méditerranéenne, au littoral ou même un peu arrière-pays, chaque commune a sa zone d'activité, sa zone commerciale, et on sait ce qu'il en est du chômage. Et depuis des dizaines d'années, c'est ce qu'on nous rabâche, ça va créer des emplois, et en fait, ça ne crée aucun emploi. Au contraire, ça en fait perdre, puisqu'il n'y a plus d'emplois agricoles et les emplois induits par l'agriculture. L'élu dont on parle là, il est lui-même issu du monde agricole. Ça veut dire que dans le monde agricole, tout le monde n'a pas encore aussi conscience que la terre n'est pas une ressource inépuisable et que c'est une ressource naturelle qu'il faut protéger. Bien sûr, des élus, je parlerai même d'un élu de chambre d'agriculture, des Bouches-du-Rhône justement, là où on est, qui disait il suffit d'intensifier l'agriculture et on aura besoin de moins de terres, donc qui est censé défendre les terres agricoles. Voilà. Et il y avait cette prise de conscience que la terre n'est pas inépuisable et qu'elle sert à nourrir les populations. Parce que maintenant, quand on va chez Lidl, puisque là, il y avait quand même, on voit que Lidl se développe avec des plateformes logistiques impressionnantes. On a vu qu'il y avait là une 50aine de quais qui peuvent accueillir 50 camions en même temps. Mais on ne sait pas d'où vient cette nourriture que transporte Lidl, d'on ne sait où. Donc, c'est bien ça qui est en question, cette question de la nourriture. On voit bien que l'industrie agroalimentaire n'est pas fiable pour assurer la santé des humains. Des terres fertiles qui pourraient nourrir sainement les communes situées à proximité versus la nécessité de construire des logements à coût raisonné, des logements dont la France manque. Nous allons à l'UNAM, l'Union des aménageurs et lotisseurs, pour parler du problème avec Pascale Poirot, sa présidente. Quand un élu local passe un secteur agricole en secteur urbanisable, c'est in fine pour loger des gens ou pour les faire travailler, pour créer des pôles économiques avec des emplois. Ce n'est pas uniquement pour se faire plaisir et pour retirer de la terre au secteur agricole. Il faut aussi, évidemment, préserver le secteur agricole et l'agriculture et laisser les moyens aux cultivateurs et aux agriculteurs de travailler dans de bonnes conditions. Mais il ne faut pas opposer les uns aux autres et effectivement, il faut toujours avoir en tête que néanmoins, il faut que notre pays développe ses logements, développe ses activités et il faut raisonner sur la globalité et non pas à chaque fois soit sur l'agriculture, soit sur le logement. Pour le moment, on a l'impression que ce sont deux secteurs qui ne se rejoignent pas, ce qui est faux. Quand on regarde les statistiques, les chiffres que nous pouvons avoir montrent que finalement, c'est en secteur aménagé, donc dans les opérations d'ensemble, qu'on optimise le mieux le terrain. Finalement, c'est là qu'on en consomme, entre guillemets, le moins. Mais l'utilisation zéro, ça va être compliqué. On sait très bien que les opérations de renouvellement urbain sont longues, donc elles sont chères. On touche des fonciers en général où il y a vraiment des sujets tels que de la dépollution à régler, donc ça augmente les coûts. Et puis surtout, ça n'est pas infini. Travaillons les uns et les autres, et aussi avec les agriculteurs, bien sûr, pour voir finalement les intérêts des uns et des autres, parce que là aussi, les agriculteurs, régulièrement, vendent ces terrains urbanisables. Et quand ils les vendent, ils ne les vendent pas au prix de la terre agricole. Et on ne se fait pas tirer dessus quand on va voir des agriculteurs pour leur acheter des terrains. Et en général, ils ne se précipitent pas dans le bureau du maire quand le PLU met leurs terrains agricoles en zone urbanisable. A priori, c'est qu'ils y trouvent aussi un intérêt. Et je pense que cet intérêt, ils ont aussi envie, pour certains en tous les cas, de le préserver. Encore une fois, quand on classe des terrains en urbanisable,
c'est quand même aussi pour permettre un développement et pour permettre à des gens de travailler, de se loger. Donc, où va-t-on les loger? Où va-t-on développer une économie? C'est un vrai sujet. Hein. Donc, et puis, d'autre part, faut aussi avoir en tête que parfois, c'est aussi dans les extensions maîtrisées que les gens se logent à un prix qui correspond à leurs moyens. Alors on entend souvent l'artificialisation, oui c'est un problème, mais la France a besoin de logements. Alice Colsaet, chercheuse à l'IDRI. Je peux vous donner des chiffres sur l'Île-de-France parce qu'on a une idée plus précise du contenu de l'artificialisation. En Île-de-France, on se rend compte que le logement, c'est environ 27% des nouvelles surfaces artificialisées, dont en réalité 25% pour l'habitat individuel et 3% pour l'habitat collectif. Donc tout dépend aussi des types de logements qu'on va construire. Et ensuite, il y a une grande partie des espaces artificialisés qui sont des zones d'activité, des bureaux, des commerces, et aussi beaucoup, vous savez, ces gazons, ces pelouses qui ont quasiment pas d'intérêt du point de vue de la biodiversité, qui sont autour des routes, des zones d'activité. Et ces usages-là progressent beaucoup plus rapidement que la population. L'artificialisation des sols est un thème de recherche qu'on pourrait qualifier d'émergent. À l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales, on s'y intéresse de plus en plus. Et pour cause, les conséquences de ce phénomène sont multiples en termes écologiques, économiques et même sociaux. Yann Laurence, le directeur de thèse d'Alice Colsaet. Artificialiser pour se loger, c'est pas en soi un scandale. Ce qu'il faut retenir, c'est que se loger de manière individuelle, par le lotissement, le pavillon, ça consomme beaucoup d'espace par personne, alors que le logement collectif, lui, consomme seulement 3% de l'artificialisation. Un quart est pour le logement individuel, alors qu'avec le même nombre de logements, le même nombre de personnes logées, on réduit à 3% quand même seulement la consommation de l'espace par rapport au logement individuel. Alors, parlons du cœur du sujet. Artificialisation, qu'est-ce que ça signifie comme conséquence au niveau d'abord de l'environnement et de la biodiversité? Artificialiser, c'est simplifier. La biodiversité, c'est l'inverse, c'est la complexité du vivant. Dès qu'on simplifie, dans tous les sens du terme, un terrain qu'on va utiliser de manière plus intensive, donc on va par exemple récolter plus souvent, faucher plus souvent, tondre plus court, implanter des arbres qui sont tous les mêmes, etc. Dès qu'on simplifie un écosystème, la biodiversité y perd. Donc notre patrimoine d'espèces, de paysages et de ressources naturelles y est perdant à chaque fois. L'artificialisation a beaucoup d'impacts environnementaux. Ça veut dire plus de bétonnage, d'imperméabilisation des sols. Ça veut dire moins d'infiltration des eaux, plus de risques d'inondation, plus de pollution des eaux aussi, du fait du ruissellement, plus d'îlots de chaleur urbains. Donc cette artificialisation, elle a des impacts sur la nature, mais aussi sur nous. Aujourd'hui, l'un des principaux problèmes de la pollution de l'eau, c'est ce qu'on appelle la pollution par temps de pluie. Quand il pleut, ça ruisselle sur les toits, les trottoirs, le béton, et ça se charge de pollution. Et c'est difficile à gérer, parce que ça arrive dans les stations d'épuration avec un gros volume tout d'un coup quand il pleut fort, par exemple. Et du coup, on ne sait pas le traiter, ça termine à la rivière, ça pollue de manière assez importante les cours d'eau, etc. Est-ce qu'on peut évaluer les conséquences aussi socio-économiques de l'artificialisation des sols ? L'une des questions les plus importantes en ce moment, c'est de comprendre si les raisons pour lesquelles on artificialise, qui sont beaucoup en Île-de-France par exemple, pour des zones commerciales, sont effectivement positives du point de vue de l'emploi et de l'économie. On soupçonne que dans beaucoup de cas, on crée des zones commerciales ou des zones d'activité pour, au fond, des activités qui ne vont pas tellement être rentables, ni économiquement, parce qu'elles vont prendre activité au centre-ville ou au commerce de centre-ville ou à des zones commerciales qui existent déjà. Et puis d'autre part, par hectare, une immense zone d'entrepôt logistique, par exemple, c'est pas sûr que par hectare, le nombre d'emplois soit aussi intéressant que quand c'était une exploitation agricole, des terrains de sport et de loisirs, des golfs, etc. Enfin, tout ça est à voir. On ne sait pas bien quel est le bilan et on soupçonne que dans beaucoup de cas, au fond, il ne soit pas si positif que ça pour l'emploi et donc le social. En tout cas, on constate aujourd'hui que la vacance commerciale en France, elle dépasse les 10% en moyenne. Et qu'on continue pourtant à construire de nouvelles zones d'activité et des zones commerciales. Donc on peut soupçonner un effet un peu de bulle et de déplacement
qui risque d'être problématique à long terme. Nous sommes dans ce qu'on appelle le triangle de Gonesse, 700 mètres carrés de terres agricoles, au milieu d'un territoire hyper urbanisé, une trouée de champs dans le béton coincé entre l'aéroport du Bourget et celui de Roissy, plusieurs autoroutes, des nationales, le tout au confluent de la Seine-Saint-Denis, du Val d'Oise et de la Seine-et-Marne. Un des rares endroits d'Île-de-France où l'on trouve encore du foncier disponible, ce qui aiguise évidemment les appétits. Jean-Yves Soubin. Alors on est complètement au milieu des champs et puis tout autour, là on voit, ici il y a du maraîchage sur le sud et puis ici ce sont des céréales. Et alors vous disiez qu'ici on est sur les terres qui font partie des plus riches d'Europe, c'est ça ? On nous dit que la moyenne des terres arables en France c'est entre 30 et 35 cm et ici on a entre 6 et 8 mètres de terres arables. Donc la façon radicale de faire mourir ces terres, ça serait de les artificialiser, de les recouvrir d'une couche de goudron, de béton. Et dans ce cas-là, ces 6 à 8 mètres de terres arables seraient définitivement perdues. Donc elles sont exploitées aujourd'hui, une partie de ces terres, par qui ? Alors elles sont exploitées et elles ne sont pas exploitées comme nous on le souhaiterait, parce qu'on pourrait beaucoup plus les mettre en valeur. Et là, c'est facile de dire que c'est la faute aux paysans. En fait, les paysans, on leur répète depuis la création de l'aéroport de Roissy, on leur répète que c'est le sens de l'histoire, qu'un jour ou l'autre, d'ici quelques années, ça va être ici, ça sera urbanisé. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est de la céréale, parce que la céréale, ça ne nécessite pas d'avoir des granges, des chambres froides, etc., comme pourrait le demander le maraîchage. Et donc, il y a déjà des paysans qui ont été expropriés sur ces terres. Donc ces paysans-là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font de la culture d'une année sur l'autre et parfois de 6 mois, ils avancent de 6 mois en 6 mois parce qu'ils savent qu'à tout moment, on peut leur demander de récolter et de partir. Sur ces terres, en effet, est prévue la construction d'un méga projet, Europa City, porté par un partenariat entre la filière immobilière du groupe Auchan et le chinois Dalian Wanda Group. Il prévoit 230 000 m² dédiés aux loisirs et à la culture, avec notamment une piste de ski artificielle, des restaurants, des hôtels, des commerces, un parc à la fois de loisirs et d'activités, mais qui, pour ses opposants, est un projet d'arrière-garde. Bernard Loup et Jean-Yves Soubin sont respectivement présidents et vice-présidents du collectif contre le triangle de Gonesse. Comme Auchan n'arrive plus à installer des hypermarchés en France parce que ça ne fonctionne plus, aux États-Unis on le voit bien, ça tombe en désuétude, en Europe c'est pareil. Donc Auchan maintenant s'est tourné vers l'Asie, essaye de s'implanter en Chine et pour s'implanter en Chine a passé un pacte avec Wanda, le géant chinois du loisir, qui essaye, lui, de prendre le marché mondial. Donc en fait, Wanda aide Auchan à s'implanter en Chine et Auchan aide Wanda à s'implanter ici, parce qu'ici on est sur le territoire, vu de Chine, on est sur le territoire de Disney, on est sur Disneyland Paris. Donc le concurrent direct Wanda veut venir taper Disney sur son territoire. On a déjà Disney qui est à quelques encablures, on a le parc Astérix qui est pas loin et le groupe annonce 31 millions de visiteurs par an. 31 millions de visiteurs, il faut savoir que c'est la somme de tous les parcs d'attractions qu'il y a en France, le Puy du Fou, Futuroscope, Disney, Astérix, etc. Ça fait 30 millions. Pour ordre de grandeur, Disney, c'est le plus gros, c'est 14 millions de visiteurs par an. Et donc annoncer 31 millions ici, c'est une aberration totale, une de plus. Le principal défenseur de ce projet, c'est le maire de Gonesse. Cela fait presque 10 ans qu'il promeut Europa City, une chance pour la ville selon lui, puisqu'il viendrait avec la construction dans ce triangle de Gonesse d'une des gares du futur Grand Paris Express, Jean-Pierre Blazy. Alors d'abord, ce projet d'Europa City dont on parle tant s'insère dans un projet d'aménagement d'un secteur qui est actuellement encore agricole. On prévoit d'aménager un peu moins de 300 hectares. 300 hectares, ça peut paraître beaucoup, mais il y aura aussi
une forme de Central Park, c'est-à-dire que ce sera très aéré, pour des activités à haute valeur ajoutée, dont Europa City, qui représente 1/3 de l'ensemble des surfaces à urbaniser. Nous avons cet atout du foncier disponible, qu'il ne s'agit pas de gaspiller évidemment, mais cette nécessité à la fois d'atteindre 2 objectifs. Le premier, c'est renforcer les mobilités pour les populations, mais aussi de s'inscrire sur cette question des mobilités dans le Grand Paris de demain. C'est autour d'une gare, comme ça a été prévu depuis le début du projet du Grand Paris, qu'il y ait du développement économique à haute valeur ajoutée si possible, créateur de richesses et d'emplois, créateur aussi de développement humain, puisqu'il y aura du développement culturel, il y aura des loisirs et de la formation. On ne peut pas imaginer une gare et pas de projet. Pourquoi ? Parce qu'on raisonne développement durable. Donc il s'agit d'avoir un rapport entre les 2 modes de transport, la voiture individuelle et le transport en commun, plus favorable au transport en commun. En même temps, ces projets, pour nous, ils contribueront à nous donner plus d'attractivité. Quand on est sur un territoire de la banlieue nord-est, on a toujours vu de l'extérieur une représentation négative des choses. Il s'agit donc de faire en sorte qu'on apporte évidemment une amélioration considérable pour les habitants qui vivent là, à la fois en termes de mobilité, en termes de création d'emplois possibles avec les projets, et puis en même temps, nous espérons gagner en attractivité et en considération. Le projet, il est décrié parce que il y a la caricature, c'est le groupe Auchan, et on voit déjà, on nous fait croire qu'il y aura, on se promènera avec un caddie, comme dans un centre commercial où il y a des magasins Auchan. C'est une ineptie totale. Il n'y aura pas de caddie à Europa City. Et donc, je crois que cette caricature, il faut qu'on en sorte. Il faut relancer la croissance du pays. Et on sait très bien que l'Île-de-France, c'est important pour ce faire. Deuxièmement, il faut redonner de l'espoir aux banlieues. Mais redonner de l'espoir, ce n'est pas uniquement des emplois francs qui le permettront. C'est des projets d'avenir qui, en même temps, entraîneront la croissance de toute la région Île-de-France et du pays. Donc, on est prêt, car ces projets sont à maturité aujourd'hui. Ici, vous voyez marqué Ikea. Alors ça, c'est le centre commercial Paris Nord 2. Là où on voit le château d'eau et puis les fils électriques là-bas, c'est Aéroville. Et là, juste au-dessus de la voiture, là, on voit le centre au Paris Nord. Donc on voit bien que là, ici, à 4,5 km, on a 3 grands centres commerciaux. Si on rajoute le Leclerc de Gonesse et les quelques centres commerciaux qui sont sur le Val d'Oise, on arrive à la capacité de 500 boutiques, c'est à peu près ce que Europa City veut construire ici. Donc en gros, on sait très bien d'où vont venir les emplois. C'est que dès que les 500 boutiques vont ouvrir ici, les autres 500 boutiques qui sont dans un rayon de 5 km vont péricliter. Et les emplois, ça sera juste des emplois déplacés. L'un des grands arguments des promoteurs du projet, c'est de dire si on fait Europa City, on aura dans cette espèce de no man's land de transport en commun, notamment métro, tram, etc., on aura possibilité de faire passer du flux. Alors les promoteurs du projet disent tout et son contraire. C'est-à-dire qu'ils disent on va se mettre là parce qu'il y a l'autoroute A1, l'autoroute A3, la RN2, RN 370, la francilienne, etc., la 104, et puis... Quand on voit la circulation qu'on voit aujourd'hui, qui est un jour de semaine, à une heure creuse, on se rend bien compte que c'est des axes routiers qui ne pourront pas supporter de rajouter quelques milliers de voitures. Parallèlement à ça, ils nous disent qu'il y a les axes routiers sont là, mais on a besoin de transport en commun. Alors ils veulent faire une gare ici, en plein champ. Alors pour ça, ils essayent de faire croire que c'est une gare qui bénéficiera aux Gonessiens, mais il suffit de venir ici pour voir qu'on est sur le triangle de Gonesse. On n'est pas dans la ville de Gonesse. Les Gonessiens, eux, ils vont travailler, ils prennent le RER pour aller sur Paris ou sur la Défense. Et lorsqu'ils vont travailler à Roissy, ils prennent leur voiture. Donc on voit bien que la gare en plein champ qui est prévue ici, elle est prévue seulement pour Europa City. Et quand on essaye de nous faire croire que c'est un projet privé, on voit bien que là, c'est de l'injection d'argent public, l'impôt qui doit et développer
rajouter des entrées-sorties sur les autoroutes, des jonctions, mais aussi élargir ces fameuses voies autoroutières, puisqu'on voit bien qu'elles ne supporteront pas de rajouter quelques milliers de voitures. Et puis la gare en plein champ, ici, c'est de l'ordre du milliard d'euros pour faire la jonction, et surtout un crochet. C'est un crochet sur la ligne 17. La ligne 17 Nord est prévue pour relier Le Bourget à Roissy, et donc on l'amènerait artificiellement dans les champs, donc c'est un surcoût sur une ligne qui est déjà pas très rentable. Et alors vous disiez, on ajouterait au phénomène d'artificialisation des sols le phénomène peut-être de désertification de certains centres-villes avec les boutiques qui éventuellement fermeraient. Il suffit d'aller se promener dans le centre de Gonesse, c'est la misère d'un point de vue commercial, c'est catastrophique. Bernard Loup. Les commerçants n'arrivent même plus à s'organiser entre eux pour constituer des associations locales de commerçants. À Aulnay encore, il y a un commerce de centre-ville qui arrive à subsister, mais on sait très bien que dans l'hyper-concurrence entre les grandes surfaces qui existent sur le territoire, la pression, elle s'exerce entre eux, mais principalement sur le commerce de centre-ville. On voit l'intérêt pour le groupe Mullier, Wanda, les Chinois, enfin pour tout un tas d'acteurs. On voit moins bien l'intérêt pour les élus, et notamment le maire de Gonesse. Il est où, à votre avis, l'intérêt ce serait de faire venir de l'activité économique à proximité? Tous les maires de France et de Navarre veulent avoir leur centre commercial. Il y a le mythe du maire bâtisseur qui, avant de laisser sa mairie, laisse son empreinte sur le territoire. Je crois que c'est un vieux mythe. La première fois qu'on a rencontré le directeur d'EuropaCity au tout début, il nous a dit qu'on était les seuls à ne pas avoir compris, qu'il allait nous expliquer et puis que tout allait bien. On a constaté qu'on n'était pas sur la même planète. Le débat public en 2016 a fait le même constat, qu'il n'y avait pas de compromis possible, qu'on n'avait pas la même vision de l'avenir du monde entre les opposants à EuropaCity et ceux qui veulent faire EuropaCity. Une question de vision du monde, vous pensez? Totalement, c'est une vision du monde, c'est une question de quel monde veut-on, quelle planète veut-on et comment la rendre viable et ne pas la détruire, comme la politique actuelle et comme EuropaCity contribuent. On sait que un projet comme EuropaCity n'a pas d'avenir. L'opposition à EuropaCity a grandi avec le temps. Pour tenter de contrer la bétonisation de ces terres, un projet alternatif a même vu le jour, porté par le groupement de coopération pour une ambition rurale et métropolitaine agricole, aussi appelé CARMA. Anne Gelé en est l'une des membres. Elle fait aussi partie de l'association Terre de Liens, qui achète des terres agricoles pour y installer de jeunes paysans en bio. Or, le triangle de Gonesse serait tout indiqué pour ce type de projet selon elle. Nous, Terre de Liens, nous nous sommes impliqués au moment où il y a eu un appel à projet de la Paris Métropole pour rechercher des innovations. Mais ces innovations ne devaient se déployer que sur 15 hectares. 15 hectares de terre coincés donc entre des bureaux, des ronds-points, des entreprises logistiques sûrement. Enfin bon. Donc nous nous sommes interrogés pour savoir si nous répondions à cet appel à projet, si nous contribuions. Or nous avons rencontré un groupement composé d'architectes, d'urbanistes, avec notamment le soutien de Biocop, qui n'est quand même pas un acteur mineur dans le domaine de la distribution des produits bio. Donc nous avons composé un comité qui s'appelle CARMA et nous avons répondu à cet appel à projet. C'est clair que nous avions la volonté de faire ce projet pour à la fois, effectivement, s'opposer quand même à EuropaCity, principalement sur le fait qu'il bétonnait des terres. Et Terre de Liens, au début, s'est interrogé pour savoir si on allait répondre à ce projet. Donc, si on a obtenu l'accord du conseil d'administration pour participer à ce projet, c'est parce qu'il se déroule à Gonesse, dans un secteur justement où les gens n'ont pas forcément de visibilité et se sentent un peu relégués, finalement. Et en plus, c'est vrai que le fait de leur proposer que le maire de Gonesse leur dise 10 000 emplois seront pour vous, etc., je veux dire, ça nous motivait à dire ce sont des projets antiques, des projets de l'ancien temps où on pensait qu'en faisant du béton, on allait résoudre les problèmes des gens. On n'en est plus là maintenant. Et clairement, un projet agricole est moderne. Moderne et pourvoyeur d'emplois certes moins nombreux que les 10 000 annoncés,
mais des emplois qui sont durables, des emplois qui ont du sens, des emplois que les gens voient bien comme utiles. Effectivement, cultiver la terre, transformer les produits de la terre en nourriture saine, de qualité, bio, ce à quoi tout le monde aspire, même les gens dans les quartiers populaires, qu'est-ce qu'on croit? Simplement, il faut les rendre accessibles, il faut qu'ils aient du sens et que ça soit intéressant pour les gens. En plus, l'agriculture maintenant, ce n'est plus l'agriculture ancienne. L'agriculture ancienne, c'est celle avec des pesticides. Maintenant, l'agriculture, c'est une agriculture technologique qui permet vraiment d'avoir des métiers très très intéressants, à la fois en termes de production, mais aussi à la fois aussi en termes de transformation. Les produits que l'on mange maintenant ne sont pas ceux que l'on mangeait il y a 20 ans et ne seront pas non plus ceux que nous mangerons par le futur. Donc il faut les rechercher, il faut faire du travail pour ça. Donc notre objectif, c'est clairement de créer une espèce d'université agricole. Ça n'existe pas pour l'instant. Je l'ai appelé comme ça un peu en raccourci, mais pour l'instant, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des grandes écoles qui forment à des métiers d'agronomie, et puis vous avez des lycées agricoles qui forment des chefs d'exploitation. Donc il y a un lien à trouver entre tous ces métiers, toutes ces formations. Donc c'est ce que propose Karma. L'idée, ce serait vraiment d'avoir un centre de formation agricole qui permette à la fois aux chercheurs et aux gens plus simples de se retrouver en menant des expériences de terrain sur un endroit où la terre est fertile, où il y a des possibilités et où les jeunes sont extrêmement dynamiques. Parce que contrairement à ce qu'on pense, ces jeunes qui habitent le secteur de Gonesse, ils parlent plusieurs langues et ils sont capables aussi de s'adapter à des contextes nouveaux. Donc nous comptons beaucoup sur eux pour donner une dynamique à ce projet et le rendre intéressant et convaincant pour les décideurs, au lieu d'un vieux projet consistant, il faut bien le dire, à faire un centre commercial. Et c'est le mot, un centre commercial, des bureaux, alors qu'il y en a des centaines à vendre et que ça devient un marché où les bureaux passent d'un endroit à un autre au fur et à mesure des aléas des prix. Est-ce que c'est un secteur vraiment porteur et d'avenir, ça? Qui peut prétendre ça? Ce projet, il n'en est encore même pas à la phase 0.1. Pour l'instant, aucun parpaing n'a été posé sur cette zone, aucun litre de béton n'a été coulé sur cette terre agricole, et que donc s'il faut faire quelque chose, c'est maintenant. Parce qu'une fois que des terres ont été bitumées, transformées en immeubles, etc., elles ne reviennent pas à l'agriculture. Donc c'est maintenant qu'il faut se bouger. Des terres ou des hyper, quand la ville gagne sur la campagne, un reportage d'Anne-Laure Chouin. En plateau avec nous, Martine Donnette, présidente de l'association En toute franchise, et Philippe Schmitt, secrétaire général de l'Assemblée des communautés de France. Philippe Schmitt, Anne Gelé, qu'on vient d'entendre, parle, quand elle évoque ces projets d'urbanisation, de projets de l'ancien temps. Est-ce qu'elle a raison? Est-ce qu'elle est dans la caricature? C'est-à-dire qu'on peut clairement dire que on sent qu'on est dans une phase de transition. Tous ces sujets, et je tiens à souligner la qualité du reportage parce qu'il souligne le caractère très transversal de cette problématique sur l'urbanisation des terres agricoles. Et d'ailleurs, on peut noter agricole, on ne dit jamais urbanisation de terres forestières. Hein. La forêt est très protégée dans l'affaire et c'est toujours en effet sur l'activité agricole que se pose le sujet. On est dans une transition parce que on voit notamment à travers la problématique commerciale qu'il y a une sorte de prise de conscience un peu nouvelle qui n'existait pas à mes yeux il y a ne serait-ce qu'une dizaine d'années. On peut beaucoup plus facilement parler, notamment avec les élus locaux aujourd'hui, de notions qui n'étaient pas présentes dans le débat local avant. Je pense à des notions de densité, à des notions d'économie de foncier, à des notions d'impact environnementaux sur le mode d'aménager, de développer la ville, tout ça. Donc oui, bien sûr qu'il y a encore beaucoup de projets qui se développent, qui sont contestables sur bien des aspects, sur l'aspect, on va dire, durable de notre aménagement. Et je souhaite malgré tout conserver un peu d'optimisme parce que je vois beaucoup d'évolutions sur lesquelles on va pouvoir revenir. Il y a encore énormément de progrès à faire. Il y a des enjeux nationaux qui ont été pointés notamment par l'IDRI. Je pense l'IDRI a fait des allusions à des impacts environnementaux. Il a mentionné les questions de biodiversité, etc. C'est vrai que le mode de vivre localement, le mode d'aménager localement a des impacts très lourds dessus. Sur ces sujets-là, par exemple, on voit qu'on a besoin encore de renforcer l'appropriation politique, la gouvernance sur tous ces sujets-là. Pour terminer, je dirais que si je prends le thème du paysage, par exemple,
Je vois, moi je note en tant qu'observateur national quand même de plus en plus d'élus qui essayent de porter cette problématique-là, et toute la problématique des terres agricoles qui sont artificialisées sont de plus en plus traitées avec d'autres sujets. Une illustration, il a été pointé plusieurs fois la notion d'agriculture périurbaine, du besoin de réconcilier la ville avec son espace périphérique pour la nourrir. On est très très loin encore d'un grand bouleversement de société qui ferait que, très très loin. Il n'empêche qu'on voit quand même des agglomérations en France développer ce qu'on appelle des projets alimentaires territoriaux, des mises en réseau de tous les producteurs, d'essayer de réinventer les circuits courts, de réinventer le mode d'alimenter les cantines scolaires, etc. Donc tout ça pour dire quoi? Oui, bien sûr, c'est daté. On voit une transition. Il y a beaucoup à faire pour que le mode d'aménager et de penser le développement des territoires soit véritablement constructif pour demain. Mais je trouve que dans bien des territoires, on est en de bonne voie. Donc vous notez que les élus, en tout cas, s'intéressent de plus en plus à ce sujet. Ils sont sensibles. Martine Donnette, en ce qui concerne les citoyens qui essayent de se faire entendre, quelles armes sont à leur portée? Est-ce qu'ils arrivent justement à obtenir d'être entendus? Alors, il faut remarquer que les citoyens deviennent de plus en plus participatifs dans la modification des PLU, dans les concertations. Et heureusement, nous, on aide beaucoup les commerçants parce qu'ils n'ont pas été éduqués là-dessus, sur le départ de la modification de plan local d'urbanisme pour amener une zone commerciale. Donc là, c'est toute cette éducation qu'il faut la refaire. Et moi, je reviendrai, si on en est à cet état aujourd'hui, il faut dire quand même que la France est suffisamment maillée de centres commerciaux. Aujourd'hui, on ne fait que rajouter un système à un autre système. On n'est plus dans la découverte, c'est toujours bis repetitas. Et on était bien parti pour un moratoire, justement, pour calculer tout ce qu'on avait comme surface de vente, les légales et les illégales, parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a plus de 5 millions de mètres carrés de surface illicite aussi quand même dans la grande distribution. Et on a demandé à M. Macron et ses ministres de bien vouloir transposer la directive européenne qui permettrait justement de faire ce moratoire et de savoir vraiment les besoins dont on aurait, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus les inventaires. De 93 à 2008, on avait tous les inventaires des grandes surfaces. On savait où étaient bien les pôles commerciaux. Aujourd'hui, il y a plein de surfaces, notamment les surfaces de moins de 1000 mètres carrés. On ne sait plus dans quelle zone elles appartiennent. Donc c'est ça, si vous voulez, c'est le moratoire pour savoir, parce que je pense que les urbanismes, si on avait ce moratoire, ça serait plus objectif, si vous voulez. Et ça bloquerait les élus de vouloir faire la course en avance sur ces centres commerciaux, parce qu'on aurait les vrais chiffres à leur proposer. Anne-Laure Chouin. Alors, on s'est aperçu peut-être un peu tard qu'il y avait eu il y avait des conséquences à l'installation de ces grands centres commerciaux en périphérie, conséquences notamment sur le commerce de centre-ville. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de revenir en arrière, ou en tout cas, est-ce qu'aujourd'hui on a des moyens, et lesquels, pour faire revivre ces commerces de centre-ville, à part le moratoire que vous venez de nous, d'évoquer? on pense qu'on peut revenir en arrière et refaire, parce qu'il y a plein de promoteurs aujourd'hui qui voudraient réinvestir dans les centres-villes, mais ce qu'il faudrait, c'est, nous on est toujours sur le fait qu'il y a 418 milliards d'infractions qui n'ont pas été recherchées par l'État. On irait chercher toutes ces infractions, ça permettait aux promoteurs et aux commerçants de les aider justement à refaire des belles boutiques en baissant leurs charges et de reconstruire, parce que vous avez des rues qui sont entièrement inoccupées par les magasins et les populations vieillissantes. Donc justement, il faut rénover l'habitat et de recréer des cellules en fonction des besoins d'aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui on va rouvrir toutes les boutiques. C'est complètement l'utopique, un truc pareil. Il faut refaire des quartiers, vraiment redéfinir justement avec les urbanistes ce dont la commune, les mairies ont besoin, les municipalités ont besoin. Philippe Schmitt, il y a un vrai travail aujourd'hui sur la revitalisation des centres-villes. Oui, c'est un sujet majeur. On parle beaucoup des villes moyennes, mais globalement, c'est partout. Voilà. C'est un sujet majeur pour la France. Mais là où je suis, non pas gêné, mais je pense qu'il faut bien noter qu'on
on parle dévitalisation des centres-villes par le prisme commercial. C'est excessivement important, mais il faut voir le commerce comme un symptôme. Il se trouve que c'est le symptôme le plus visible, parce que lorsque l'on marche dans les rues, y compris les rues de l'hypercentre-ville, et que l'on a une cellule sur 2, sur 3, ou sur 4, on a des villes qui ont ce qu'on appelle 25% de taux de vacances dans l'hypercentre. Donc des cellules commerciales, c'est très visible pour n'importe qui s'y promène. Mais en gros, c'est l'un des points de difficulté. Mais vous avez dans ces mêmes centres-villes parfois des taux de vacances dans les logements qui sont extrêmement importants. Je ne vais pas citer de nom, mais parfois on atteint les 35, les 40% de logements vides. Vous avez des villes qui ont subi... et ce qui est important, c'est de savoir quelle est la part de la responsabilité locale et quelle est la part des mouvements qui sont extra-territoriaux. Mais vous avez des villes qui non seulement ont des problématiques commerciales, ont des problématiques de logement. La vétusté du logement de centre-ville, c'est un enjeu très très fort. Ça doit même presque, en allant un peu loin, complètement réinterroger la manière dont on doit gérer le patrimoine ancien. Peut-être que pour faire revivre nos centres-villes, il faudrait détruire 25% de ce que l'on s'attelle à préserver, parce qu'il faut complètement moderniser si on veut que ça revienne. Mais ce sont des villes qui ont donc aussi vécu l'évolution de la carte militaire, l'évolution de la carte préfectorale, l'évolution des cartes hospitalières, qui ont développé aussi en périphérie énormément de services. Quand vous avez et puis la périphérie attire la périphérie, quand vous avez tous les notaires qui se regroupent dans une maison du droit en périphérie, que vous avez les maisons de santé impulsées par la collectivité mais qu'on va placer également en périphérie, vous faites perdre au centre-ville l'intégralité de son flux, de sa population, de son flux. C'est normal que ça ne marche plus pour le commerce. Mais alors on a l'impression justement qu'un certain nombre d'élus n'ont pas forcément compris ça, puisque quand ils vendent leur zone d'activité, ils disent c'est pour aussi amener de l'emploi, donc des habitants, donc faire... Oui, non, mais il faut voir aussi que ce dont on parle, le fait, ce sont les conséquences d'un mode de développement des villes de ces 30 dernières années. Donc là, on focalise énormément sur la problématique commerciale, qui est très dangereuse, parce qu'on ne sait pas ce que va être le commerce demain. Quand je dis demain, c'est dans les 3 ans qui viennent. Nous avons des risques énormes d'explosion de friches commerciales, parce que, et certains grands opérateurs le disent, il y aura selon l'expression de certains, il y aura des zones mortes. Donc nous aurons à gérer la dévitalisation de nos centres-villes, ou plus exactement, pour être plus joli, l'enjeu de leur revitalisation, et nous aurons en plus à gérer le devenir de nos espaces périphériques. Et c'est ça la grande difficulté. C'est pour ça qu'il faut un moratoire absolument. Alors le moratoire, si je puis me permettre, madame, la question est de savoir qu'est-ce qu'on entend par moratoire. Parce que moratoire, si on pouvait faire une grande pause nationale, de dire, attendez, mesurons bien quels sont nos besoins. D'accord, c'est ça. C'est bien. Donc, le temps de la réflexion. Le temps de la réflexion. Sauf que concrètement, on fait un moratoire sur quoi? Moratoire sur les autorisations Non, avec l'habitat, nous on l'entend, le moratoire, les besoins du consommateur, où sont les consommateurs? Et justement, d'avoir les gens qualifiés pour... J'entends, mais moratoire signifie qu'on fait une suspension. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Une suspension d'autorisation, c'est-à-dire plus de CDAC, de commission départementale. Sachant qu'il y a des projets en cours. Mais sachant qu'il y a 5 millions de mètres carrés qui sont en stock. Le moratoire, là, on n'est plus 20 ans en arrière. Là, aujourd'hui, Bercy a tous les relevés de la Taxcom. Il appuie sur un bouton et en l'espace de 15 jours, le moratoire est fait. Vous avez les mairies, ont toutes les cellules commerciales. Donc le moratoire, ce n'est pas un truc sur 6 mois. C'est une volonté politique de dire, voilà, pendant 15 jours, on fait le moratoire. Il faut pas... c'est pas quelque chose qui va être très long. Toutes les Taxcom, les élus ont leur chiffre de la Taxcom avec toutes les surfaces de vente. Donc Bien sûr, alors c'est pas quelque chose... Quand nous, on dit moratoire, on ne dit pas geler les autorisations, on dit on fait le bilan et on sait les besoins dont ont besoin, justement, les besoins des consommateurs. Alors Philippe Schmitt, et puis on passera à une autre question. Non, parce que ce qui est très très important, je vous rejoins madame, c'est sur la définition du mot moratoire. Voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut un petit peu savoir de quoi on parle. J'aimerais juste, si vous me permettez, on focalise beaucoup sur la problématique commerciale, donc allons-y. On a eu ce déploiement périphérique.
il me semble que beaucoup d'élus auraient bien préféré autre chose que le développement commercial. Quand ils ont fait leur zone d'activité avec une pauvreté réglementaire sans nom, c'est dit dans le reportage, un gaspillage d'espace interstitiel entre les bâtiments, voilà, c'est une pauvreté architecturale, pauvreté paysagère, etc. C'est un impensé. C'est un impensé de l'action publique sur le mode d'aménager. On est très clair. La France moche, je crois que c'est consensuel. En revanche, ce qui est beaucoup plus compliqué à comprendre, c'est de voir quelle est la volonté nationale sur le commerce. Au fait, sur l'urbanisme commercial, pardon de le dire, mais je crois que c'est très important. Nous avons, si je puis dire, depuis 20 ans, le législateur qui fait un peu semblant de vouloir agir. L'urbanisme commercial, c'est très simple. Vous avez d'un côté le territoire, c'est le code de l'urbanisme. Vous avez de l'autre côté l'entreprise, c'est le code du commerce. Et d'un côté, on va dire une pensée un peu publique, et de l'autre, un droit à entreprendre, un droit à s'implanter, un droit à initiative, qui est d'ailleurs un peu bien balisé, notamment par les directives européennes. Mais ces deux mondes-là, ils se sont jamais connectés, en fait. Et toute l'histoire de la législation sur l'urbanisme commercial, c'est un conflit entre le code du commerce et le code de l'urbanisme. Et moi qui suis dans ce milieu-là depuis longtemps, je peux vous dire qu'il n'y a que depuis très peu de temps, ça se compte en semaines, en mois, que les deux ministères discutent. Et ça fait très récemment qu'on peut considérer que sur le sujet de l'urbanisme commercial, on a un interlocuteur à l'État, dans l'État, sur un sujet qui est un élément, l'un des plus structurants sur le fonctionnement des territoires. Donc non seulement c'est une difficulté de pensée locale, mais c'est un peu, sur certains aspects, un impensé de la politique nationale qui est juste hallucinant au regard de ce qu'il consomme, des paysages qu'il crée. Voilà. Donc là, vous êtes plutôt optimiste, Philippe Schmitt. En ce qui vous concerne, Madame Donnette, vous avez l'impression que ce gouvernement peut agir de manière positive ? Il peut agir si il prend les bonnes initiatives, c'est-à-dire transposer totalement la directive européenne. La directive européenne dit qu'elle ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux. On parle toujours de la liberté d'entreprendre de la grande distribution, mais on ne parle pas du respect de la liberté d'entreprendre des commerçants. Or, les commerçants, là, je vois, on est sur un projet tout près de Lyon. Il y a de nouveaux commerçants qui viennent de s'installer. Ils ne savent pas comment se défendre parce que, justement, ce n'est pas transposé. On va donner une autorisation. Les gens qui viennent d'investir, qui viennent d'ouvrir leur boutique, vont se retrouver à la rue en liquidation judiciaire parce que rien n'est programmé. Et c'est ce que vous disiez, c'est que dans le cadre d'une autorisation, ils travaillent tous à court terme. Mais c'est à long terme qu'il faut travailler. Alors, ce que vous dites tous les deux, finalement, il faut penser un petit peu et agir un petit peu plus globalement. Voilà. Et que donc ces deux mondes qui se sont jamais connectés doivent le faire. Alors, quel est le meilleur échelon pour cela et comment on travaille aussi avec les agriculteurs, parce qu'il y a toute une thématique de la spéculation foncière aussi qu'on n'a pas forcément évoquée mais qui existe. Comment on réaménage vraiment et on pense développement durable, et est-ce que les élus en sont là? Et donc je repose la question de l'échelon, quel est le meilleur échelon pour réaménager ça un peu correctement? Il y a sur ce sujet-là, il faut bien comprendre, des enjeux qui dépendent un peu de l'action des territoires et d'autres qui sont quand même un peu extraterritoriaux. Le monde du commerce est un monde en pleine mutation en ce moment, extrêmement dans l'interrogation sur l'impact du numérique dans son organisation, etc. Donc même les formats des enseignes, tout ça, on est sur une matière très mouvante. Mais quant à l'aménagement... Après, alors maintenant, il y a des éléments qui sont de responsabilité locale. Dans notre association, la Fédération des intercommunalités, nous considérons que l'aménagement doit s'adapter à l'échelle de fonctionnement des territoires. Depuis très longtemps, pour commercer, les habitants d'une commune transgressent ou traversent les limites de leur commune. Ils vont à côté. On habite un bassin de vie, on n'habite plus une seule commune. On a réussi, je pense, à développer des notions assez simples de politique locale
des déplacements, par exemple, depuis une vingtaine d'années, on sait que c'est élaboré, que c'est pensé, un peu à l'exception de l'Île-de-France, mais que c'est pensé à l'échelle des agglomérations. Il existe des schémas de cohérence territoriale aussi. Oui, sauf que le véritable sujet, c'est que les élus comprennent, les élus sont... ils le comprennent, mais je pense qu'il faut encourager en effet l'idée qu'on adapte l'échelle de la planification à l'échelle du fonctionnement des territoires. Et ça demande un effort pour les élus que de penser que la commune n'est plus à elle seule l'échelon suffisant pour aménager tout ça. Et c'est certain que le périurbanisation, qui est le thème central de votre reportage, ce grignotage des terres agricoles, il est le fruit aussi d'une addition de volontés municipales, les unes à côté des autres, comme ça, qui font que on a ce patchwork, y compris, vous le soulignez aussi, le patchwork des zones d'activité, où je crois que c'est dit dans le reportage, quelqu'un dit chacun des maires veut sa zone d'activité, tout ça. Eh bien, dans les récentes lois qui organisent nos territoires en France, notamment pour la loi NOTRe, eh bien, on a eu, par exemple, une responsabilité des intercommunalités qui a bien été fléchée sur le thème du développement économique, avec un transfert de toutes ces responsabilités à l'échelle de l'interco. Et il nous semble que sur l'aménagement, si on veut véritablement qu'on ait un lien pensé entre le centre-ville et la périphérie, eh bien, à minima, il faut que les maires de périphérie travaillent avec les maires de la ville-centre, mais de manière un peu beaucoup plus concertée sur les questions d'urbanisme. Donc il y a une éducation des élus à faire aussi. Oui, enfin, je reste modeste dans mon rôle. Ça va sans dire. Vous voyez, ce qui nous manque, c'était vraiment le respect de la loi SRU qui prévoyait tous ces schémas en 2000. Et on est en 2017 et ces schémas n'ont pas été respectés. Absolument. Merci Martine Donnette, merci Philippe Schmitt. C'était le magazine de la rédaction Des terres ou des hyper, quand la ville gagne sur la campagne. Reportage d'Anne-Laure Chouin avec Annie Brault à la réalisation et Victoria Asper à la technique. Vous pouvez bien sûr retrouver ce magazine sur le site franceculture.fr. France Culture, l'esprit d'ouverture.